Le mouvement, la vitesse, on a l'impression de connaître ça par cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ces concepts de tous les jours se cachent des paradoxes assez surprenants et surtout des leçons absolument vitales, notamment pour notre sécurité. Allez, on va explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière tout ça. Allez, on commence avec une question qui a l'air super simple. Là, tout de suite, est-ce qu'on est en mouvement? Eh bien, la réponse est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Et elle nous met face à un paradoxe fondamental. Pour bien comprendre, prenons cette scène. On a un passager, tranquillement assis dans un bus. À l'intérieur du bus, il ne bouge pas d'un poil. Sauf que, le bus, lui, il avance. Alors ce passager, il est immobile ou il est en mouvement? C'est pile l'énigme qu'on va résoudre ensemble. Bon, pour démêler tout ça, voilà le plan. D'abord, on va s'attaquer à ce fameux paradoxe. Ensuite, on verra comment décrire et puis mesurer un mouvement. Et on terminera sur le plus important, le lien entre tout ça et notre sécurité au quotidien. Alors revenons à notre passager dans le bus. Comment on résout cette énigme? Eh bien, la clé, elle tient en une seule idée, toute simple mais absolument cruciale. Tout est une question de perspective. Tout dépend d'où on regarde. Et ce point de vue, en physique, ça porte un nom. C'est le référentiel. C'est tout simplement l'objet par rapport auquel on observe le mouvement. Si on choisit le bus comme référentiel, le passager est immobile. Mais si on prend la route comme référentiel, là, il est clairement en mouvement. Donc, la conclusion, c'est que le mouvement n'est jamais absolu, il est toujours relatif à quelque chose. Et pour que ce soit bien clair, prenons un exemple assez spectaculaire. Cet avion de chasse, il file à une vitesse complètement folle par rapport au sol. Et pourtant, si on se place du point de vue de l'avion ravitailleur, il est parfaitement immobile. C'est une illustration incroyable de ce qu'on appelle la relativité du mouvement. Ok, donc on a compris que tout dépend du point de vue. Maintenant, intéressons-nous à la trace que laisse ce mouvement. C'est ce qu'on appelle la trajectoire. C'est tout bête, c'est juste le chemin suivi par l'objet. Et, sans grande surprise, ce chemin aussi peut avoir l'air totalement différent selon le référentiel qu'on choisit. En gros, ces trajectoires, on peut les classer en 3 grandes familles. Il y a la trajectoire rectiligne, quand ça va tout droit, comme une voiture sur l'autoroute. Ensuite, la trajectoire circulaire, facile, c'est un cercle, comme une nacelle de grande roue. Et enfin, tout le reste, toutes les autres courbes possibles, on appelle ça curviligne. Pensez au shoot d'un ballon de basket. Bon, on a parlé du chemin, la trajectoire. Maintenant, on va s'intéresser à l'objet lui-même. Plus seulement à son chemin, mais à la manière dont il se déplace. Et là, il y a 2 grands types de mouvements, la translation et la rotation. Et là, il faut bien faire la différence. En translation, l'objet glisse si on veut, mais sans jamais changer d'orientation. Imaginez une cabine d'ascenseur. En rotation, c'est l'inverse. Tout tourne autour d'un point central, d'un axe, comme les pales d'un ventilateur. Regardez, ces 2 images parlent d'elles-mêmes. À gauche, l'ascenseur, c'est l'exemple parfait de la translation pure. Il monte, il descend, mais la cabine reste toujours droite. Et à droite, le manège, c'est évidemment une rotation autour de son axe central. Ok, on sait maintenant décrire comment un objet bouge. Il est temps de se demander à quel point il bouge vite. On va donc mettre des chiffres là-dessus, et c'est là qu'intervient un concept que tout le monde connaît, la vitesse. Et pour ça, on a la fameuse formule que tout le monde a apprise à l'école, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Mais attention, petite précision importante, ça, c'est la vitesse moyenne sur tout un trajet. C'est différent de la vitesse instantanée, celle que le compteur de la voiture affiche à un moment précis. Mais la vitesse en soi, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder comment cette vitesse évolue. C'est la variation de la vitesse qui va vraiment définir la nature du mouvement. En fait, il y a 3 cas de figure. Soit la vitesse augmente, on parle alors de mouvement accéléré, soit la vitesse ne bouge pas, elle reste constante, c'est un mouvement uniforme. Et enfin, si la vitesse diminue, eh bien le mouvement est ralenti, ou parfois on dit aussi retardé. Alors pour bien visualiser ça, on utilise une technique qui s'appelle la chronophotographie. C'est simple, on prend des photos à des intervalles de temps parfaitement réguliers. Regardez ici, la distance que parcourt la moto entre chaque photo est de plus en plus grande. C'est la signature visuelle d'une accélération. Maintenant, regardez cette deuxième image. Cette fois, la distance entre chaque position de la moto est exactement la même. Ça veut dire qu'elle parcourt la même distance pendant chaque intervalle de temps. Sa vitesse est donc constante, c'est un mouvement uniforme. Et pour finir, voilà le 3e cas. Vous l'aurez deviné, c'est l'inverse du premier. La distance entre les images de la moto se réduit de plus en plus. Elle parcourt de moins en moins de chemin à chaque intervalle. En clair, elle est en train de freiner. C'est un mouvement ralenti.
Et tout ce qu'on vient de voir en photo, on peut aussi le représenter sur un graphique. C'est juste une autre façon de raconter la même histoire. Quand le mouvement est accéléré, la courbe de la vitesse monte. Quand il est uniforme, elle est toute plate. Et quand il est ralenti, la courbe descend. C'est aussi simple que ça. Bon, la physique, les référentiels, les graphiques, c'est bien beau, mais à quoi ça sert dans la vraie vie ? Eh bien, on arrive au point le plus important. Tous ces concepts ont une application directe et absolument vitale dans notre quotidien. La sécurité routière. Et c'est là que la physique peut avoir des conséquences très concrètes. Le concept clé ici, c'est la distance d'arrêt. Attention, ce n'est pas juste la distance pendant laquelle on freine, non, c'est la distance totale qu'il faut à un véhicule pour s'arrêter, depuis le moment où on voit le danger jusqu'à l'immobilisation complète. Et cette distance, elle se décompose en deux parties. La première phase, c'est la réaction. C'est le temps qu'il faut au cerveau pour voir l'obstacle, analyser le danger et donner l'ordre au pied d'appuyer sur la pédale de frein. Et pendant tout ce temps, qui peut sembler très court, la voiture, elle, continue d'avancer à la même vitesse. Puis vient la deuxième phase, le freinage à proprement parler, une fois que les freins sont actionnés. Et là où ça devient vraiment préoccupant, c'est que plein de choses peuvent faire exploser ces distances. Pour la distance de réaction, la fatigue, l'alcool ou même une simple distraction comme le téléphone, ça peut la doubler, voire la tripler. Et pour la distance de freinage, bien sûr, plus on va vite, plus elle est longue. Mais l'état des pneus, des freins ou une route mouillée, ça change aussi radicalement la donne. Et s'il y a une seule chose, une seule, à retenir, c'est celle-ci. La distance d'arrêt n'augmente pas de façon proportionnelle à la vitesse. C'est bien pire que ça. En fait, quand on double sa vitesse, on ne double pas la distance de freinage, on la quadruple. C'est énorme. Un petit excès de vitesse a donc des conséquences gigantesques sur la distance nécessaire pour s'arrêter. Ce qui nous laisse avec une dernière question, essentielle. Finalement, ces quelques kilomètres par heure en plus, quel est leur véritable coût ?